Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de votre fidélité au programme d'Africa 24. Aujourd'hui, nous allons parler des spécificités du Cameroun avec en toile de fond un ouvrage intitulé « Le Cameroun, autopsie d'une exception plurielle en Afrique » paru aux éditions L'Harmattan. Il faut dire que cet ouvrage est le fruit du travail collectif d'un groupe d'universitaires sous la direction du professeur Kenyé Foudop, que nous recevons sur ce plateau, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Babilas Boutan. Mais pourquoi dites-vous que le Cameroun est une exception plurielle en Afrique? Écoutez, nous le disons parce que, justement, le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale, s'est forgé au fil des ans un certain nombre de marques qui en font un pays, je dirais, unique en son genre. En Afrique. Des marques géographiques, historiques, linguistiques, démographiques, sociales, politiques, diplomatiques et sportives. Donc mes 13 collègues universitaires camerounais et moi avons commis cet ouvrage dans la ferme intention de mettre à la disposition du public d'Afrique et d'ailleurs, voyez, une solide base d'analyse pour mieux appréhender et comprendre ces diverses marques, je dirais géographiques, linguistiques, sociales, géopolitiques, sportives même, que le Cameroun s'est forgé au fil des ans et qui en font un pays très particulier. Entre autres aspects que vous mettez en exergue, vous parlez de milieu biophysique, du statut colonial, du processus de décolonisation, des paysages démographiques, le palmarès en football de compétition et de son expérience démocratique. Quand on regarde tous ces aspects, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne concrètement du Cameroun? Écoutez, que l'on retienne tous ces aspects. Il y a longtemps qu'on a dit, et à juste titre, que le Cameroun est une Afrique en miniature. Tout à fait. Le Cameroun mobilise pratiquement tous les climats du continent africain, tout au moins de l'Afrique intertropicale, pratiquement tous les domaines de végétation de cette partie du continent, qui représente d'ailleurs les 2/3 du continent africain, regroupe l'essentiel de la faune intertropicale, donc que le public retienne tout cela. Que sur le plan, par exemple, historique, que le public sache que le Cameroun a eu un processus d'accession à l'indépendance, d'ailleurs le plus sanglant d'Afrique subsaharienne. Nous disons à juste titre qu'aucun pays d'Afrique au sud du Sahara n'a payé aussi cher en perte de vie humaine son accession à l'indépendance que le Cameroun. Vous avez sorti une expression tout à l'heure, vous avez dit que le Cameroun est souvent appelé l'Afrique en miniature. Oui. Et dans l'ouvrage, vous mettez en exergue le Cameroun qui réunit toutes les formes de relief, tous les climats, tous les régimes hydrographiques, tous les sols, toutes les formations végétales, toute la flore et toute la faune de l'Afrique intertropicale. Donc apparemment, avec tous ces éléments-là, le Cameroun devrait être un point d'attraction pour les touristes. Mais jusqu'à maintenant, la politique, si vous voulez, touristique de ce pays et les infrastructures du Cameroun ne lui permettent pas d'être, si vous voulez, une grande destination touristique. Mais là, il va falloir situer les responsabilités. Écoutez, il faut bien souhaiter que les autorités en place comprennent que de toute façon, que le tourisme est une grande source de richesse. Vous prenez un pays comme le Maroc, le tourisme est la seconde source de devises du Maroc. Les différents responsables qui se sont suicidés à la tête de l'État ne l'ignorent pas. Que le tourisme peut être une mais source de devises importante. peut-être n'ont pas encore placé le développement du tourisme au centre de leurs priorités. Peut-être que les autorités ont beaucoup de pain si vous voulez, à moudre en ce qui concerne, par exemple, l'amélioration des conditions de vie de population, l'amélioration peut-être de la santé, parce que bien que notre pays, et là aussi c'est une autre spécificité du Cameroun, connaissent une stabilité politique que je qualifie de rare. Avec toutes les spécificités que vous avez mises en exergue dans votre ouvrage, est-ce que vous pensez que chacune d'elles constitue un atout pour le pays? Elle constitue pour la plupart un atout, sauf peut-être ce processus d'accession, si vous voulez, à l'indépendance le plus sanglant. Parce qu'on peut avoir mieux. Si on analyse, je pense que de toute façon, le Cameroun est un pays épris de paix.
Oui. Et que même Or, quand de toute façon... C'est ce que tout le monde dit, hein, mais ce n'est pas toujours vérifié. Et surtout pour les pays qui n'ont jamais connu de guerre, on dit toujours, ah, voilà un peuple épris de paix et de justice, Oui, qui n'aime pas la violence. parce que les Camerounais ne veulent pas revivre, si vous voulez, les tristes événements qui ont précédé et, je dirais, accompagné l'accession du pays à l'indépendance. Une autre spécificité que vous avez ressortie dans votre ouvrage, vous avez parlé de la conférence nationale qui a été un modèle dans nombre de pays et qui n'a pas été le cas au Cameroun. Oui, cela nous fait dire que de toute façon, que depuis 1990, le Cameroun jouit d'une expérience démocratique, pluraliste, que nous avons qualifiée d'unique. Parce que, au début des années 90, avec le retour du multipartisme, pendant qu'au Bénin, au Niger, au Tchad, en République démocratique du Congo, dans le temps Zaïre, des présidents organisent, si vous voulez, des conférences nationales souveraines, dont certains sont d'ailleurs sortis affaiblis. Le président du Cameroun, Paul Biya, imagine d'ailleurs la tripartite. Non pas qu'au Cameroun, l'opposition n'ait pas réclamé, si vous voulez, la conférence nationale souveraine, mais à la place, le président Biya a proposé cette tripartite. Le Cameroun, depuis l'indépendance, n'a connu que 2 présidents. Oui. Est-ce que c'est une spécificité, mais est-ce une spécificité positive selon vous? Écoutez, de toute façon, il est peut-être à souhaiter qu'il y ait quand même une alternance, parce que l'expérience montre que tous les régimes, tous les présidents qui sont restés longtemps au pouvoir ont fini, si vous voulez, par commettre des erreurs. L'exemple de Mobutu Sese Seko est là pour le prouver. L'exemple peut-être de Eyadema, on pourrait peut-être me dire de quoi vous mêlez-vous, mais de toute façon, nous sommes un observateur de la scène. Vous pouvez déjà parler du Cameroun oui, aujourd'hui. Est-ce que les erreurs ont commencé? Mais il y a eu quand même des dérapages. Voyez, lesquels par exemple? Il y a eu les émeutes de la fin de février 2008. Donc, pour montrer que de toute façon, la situation n'est pas toujours très saine dans notre pays. Donc, et ça, en tant que scientifiques, nous l'analysons et nous en appelons finalement à la puissance publique pour qu'elles améliorent leur façon peut-être de voir. Quand on a encore des difficultés d'accès à l'enseignement dans notre pays, quand il y a encore cette montée de la corruption pendant un certain nombre d'années, notre pays a été catalogué comme l'un des pays les plus corrompus, ben, les scientifiques que nous sommes, nous en appelons quand même à la vigilance et, si vous voulez, au bon sens des politiques, sans vouloir leur donner de leçons. Oui, mais vous avez parlé des émeutes de la faim, vous avez parlé de la montée galopante de la corruption. Est-ce que vous pensez que ces éléments-là sont du fait des autorités au plus haut niveau ou bien de certains citoyens qui n'ont pas vraiment l'amour pour leur patrie? Franchement, c'est du fait, de toute façon, des plus hautes autorités. Peut-être pendant longtemps, il y a eu un laisser-faire dans notre pays, mais il se trouve quand même que depuis 2006, le président de la République s'est engagé finalement dans cette lutte. Et on a parfois l'impression qu'il est tout seul dans cette vision et que peut-être son entourage ne suit pas toujours le mouvement. Parce que les habitudes sont ancrées. Les habitudes ont la vie dure. Et voilà à peu près le chantier sur lequel les autorités politiques du Cameroun, quelles qu'elles soient, après finalement les élections de l'année prochaine, auxquelles ces autorités doivent finalement se battre pour améliorer le quotidien des Camerounais. Monsieur le professeur, dernière question dans cette émission. Au-delà de tous les aspects que vous avez ressortis qui constituent des spécificités pour le Cameroun, comment est-ce qu'il faut œuvrer pour que cela soit profitable pour ce pays, et quand même qui est assez vaste, qui a quelques ressources quand même non négligeables? Œuvrer de manière collective, c'est-à-dire faire en sorte que de toute façon, des domaines ne soient pas la priorité de quelques individus, que des domaines ne soient pas monopolisés. En matière, par exemple, de sécurité, la sécurité n'est pas la seule affaire des hommes en armes. Vous voyez, des services en charge de ça associent à peu près les populations. Et surtout dans un pays comme le nôtre, aux multiples ethnies, doté de capacités managériales, entrepreneuriales, il appartient à la puissance publique de tout faire pour mobiliser toutes ces capacités managériales
afin d'impulser le développement du Mais Cameroun. quelle est alors la part de responsabilité des intellectuels comme vous dans la situation que connaît le Cameroun aujourd'hui? C'est clair qu'il y a des intellectuels qui ont eu leur part de responsabilité, dans la mesure où, étant proches des responsables politiques, ils ont plutôt cherché à jouer leur jeu, au lieu plutôt d'attirer leur attention sur un certain nombre, si vous voulez, de dérapages. Vous voyez, on a souvent parlé d'intellectuels qui se sont rangés du côté du pouvoir, qui n'ont pas toujours eu le courage, si vous voulez, de dire la vérité, de dire ce qui est, ce que le pays est en train de vivre comme risque, hein, parce qu'ils veulent plutôt être dans les bonnes grâces, si vous voulez, des dirigeants politiques. Est-ce que vous acceptez que l'on dise que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est ses intellectuels et ses dirigeants? Écoutez, les intellectuels ont leur part de responsabilité. Nous assumons. Oui. Je dis, en tant qu'enseignant, tout tout acte oui. malheureux qu'un enseignant pose rejaillit sur le corps auquel j'appartiens. Oui. C'est vrai que les intellectuels ont en grande partie failli, et il est peut-être bon maintenant qu'ils se ressaisissent, parce qu'il y a cet adage qui dit « mieux vaut tard que jamais ». Oui, mais la manière dont vous assumez, ça me surprend. Est-ce que c'est parce qu'on parle du cas global? Est-ce qu'on va prendre les individus un à un, ou on va dire, bon, telle personne est responsable de telle situation? Est-ce que la chose sera aussi facile à avaler? Mais c'est un problème de courage. Vous voyez, c'est un problème de courage. Le courage viendra de qui? Par exemple, je milite personnellement à travers des publications comme celle-là. Cette publication n'est pas la première. Je vous dirais d'ailleurs que je suis en train de finir un manuscrit intitulé « Le Cameroun face aux défis du développement ». Et dans cet ouvrage, j'analyse dans une première partie les atouts, nombreux atouts, innombrables atouts de développement dont dispose ce pays. Mais dans la deuxième partie, j'analyse des contraintes, vous voyez, de développement. Des contraintes qui sont d'ordre administratif, méthodologiques, qui sont d'ordre social, et j'indique la voie à suivre. Et Oui, dans cette partie vivement des les contraintes, propositions, oui. voilà, vivement les propositions. D'abord, il y a l'amélioration quand même du système éducatif. Parce qu'un homme instruit sait jusqu'où il peut aller très loin dans la vie. Monsieur Kanye Fodop, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.